Vingegaard. Pogacar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief du Tour des Flandres, une super course qui nous a tenus en haleine dimanche dernier et puis à quelques jours de Paris-Roubaix, on sera en présentation aussi dans quelques heures, quelques jours à la présentation de ce Paris-Roubaix qui arrive et dont on va avec la présentation en même temps être un peu aussi sur le débrief du Tour des Flandres qu'on va faire maintenant. Ça sera deux podcasts distincts et avec moi forcément l'enfant de Canfin en PVL, François-Pierre Noël. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, tu as déjà commencé à reconnaître un petit peu ces pavés du Nord que tu connais déjà par cœur. Alors, ceux de Paris-Roubaix, j'ai pas encore fait parce que le temps, ça va pas être le temps de la fin de semaine. On nous annonce grand beau et pour l'instant, il fait de la pluie, donc le vélo sort pas, évidemment. T'es sur place en ce moment d'ailleurs. Voilà, je suis sur place. On trahit pas de secret, mais tu es sur place, voilà. Exactement. Tu sais, ça dépend, Suisse, Canfin, tu vois, ça tout dépend. Mais oui, puis alors, on a profité pour aller voir le Tour des Flandres ce week-end, du coup. Bon, alors cette ambiance sur le Tour des Flandres, tu étais où? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors on s'est placé au niveau du vieux Quarmont. Donc après, on a fait le premier passage au Quarmont et ensuite on est allé au Paterberg pour les deux passages. Donc voilà, donc c'était assez sympa. Oui, l'ambiance après, évidemment, il y avait beaucoup de monde au Quarmont. C'est pour ça qu'on est parti après. Donc c'est difficile quand t'arrives un peu plus tard. On n'était pas forcément à l'heure, mais ensuite au Paterberg, on était un peu plus en avance. C'est vrai que c'est assez étrange parce que souvent on glorifie beaucoup les ambiances flandriennes. Je dis pas que je suis déçu, évidemment, mais ouais, c'est différent. Oui, franchement, je dirais qu'il y a plus d'ambiance à Paris-Roubaix qu'à autour des Flandres. Peut-être que je vais avoir des amis belges qui vont nous hurler dessus, mais vraiment, c'est différent. J'ai l'impression qu'à Paris-Roubaix, on est plus sur de la tradition, beaucoup plus mélangé. Il y a beaucoup plus d'anciens sur le bord des routes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde tout au long de la route. Quand on regarde le Tour des Flandres, c'est pas toujours le cas. Alors après, est-ce que le temps n'a pas aidé? C'est possible. Là, c'était un temps gris, même s'il faisait plutôt beau au début. Mais après, il y a eu de la pluie vers 14-15 heures à peu près. Même si c'était une pluie fine, donc c'est pas, ça peut démotiver, mais oui, c'est une ambiance différente, quoi. J'étais curieux de voir, et voilà, c'est vrai que on peut être fier de ce qu'on a à Paris-Roubaix en tout cas, et autour des Flandres, voilà, c'est quand même une belle ambiance. Au Quarmont, il y a beaucoup de monde. Après, parfois, on se pose la question, est-ce que beaucoup de gens, pour avoir discuté avec certains, est-ce que vraiment c'est des fans de vélo? Ça, j'en doute aussi. Parfois, c'est plus des gens qui sont là pour apparemment, certains ne connaissent pas Canfin PVL ou le Carrefour de l'Arbre. Exactement, j'étais choqué. Tu vois, tu imagines un peu. Ça traverse pas la frontière, même à côté. Bon, c'est bizarre, hein, tu vois, mais non, mais en tout cas, même tu sens à côté, voilà, il y en a qui sont là peut-être pour faire la fête plus que pour voir du vélo. C'est ça qui est un peu étrange, mais sinon, voilà, après, très belle ambiance quand même dans le Quarmont. Faut avouer qu'avec le monde qui s'amasse, et par contre, très bon point également pour le Tour des Flandres, c'est l'aspect sécuritaire, parce que après, oui, ils ont peut-être moins de lieux à sécuriser que Paris-Roubaix par rapport au nombre de secteurs pavés, mais moi je trouve que là, quand tu vas au Paterberg, au Quarmont, toujours des barrières de sécurité, plusieurs stewards qui viennent, je sais pas, payés par l'organisation, j'imagine, mais qui t'indiquent, tu vois, où est-ce que tu as le droit d'aller ou pas. Tu vois, à un moment donné, je vais te raconter une anecdote drôle. D'ailleurs, on va rendre hommage à ce coureur qui a malheureusement été déclassé, mais qui a voulu finir le Tour des Flandres. C'est Cyrus Monk de la Q36.5, qui, nous, on le voit passer vraiment, j'allais dire quoi, 30 minutes après Van Der Poel, quoi, au premier passage du Paterberg, par exemple. Et ce coureur, tu vois, par exemple, à un moment donné, il passe, et le steward lui dit, non, vous avez pas le droit de passer, il y a la course des grands, il y a la course qui passe, quoi. Et lui, il a fait, non, je suis coureur, quoi, et donc, le steward a dû vérifier son dossard pour dire, ah ouais, ok, pardon, désolé, tu vois, alors vas-y. Et donc, il l'a arrêté en plein milieu du Paterberg. Autant dire que c'est compliqué pour démarrer. Donc, voilà, le pauvre a été déclassé ensuite. Paterberg bouilli en plus sur les pavés pour repartir. Alors là, ça l'a encore. Je crois que c'était tout juste. Mais c'était le premier passage, il pleuvait pas encore beaucoup, je crois, dans mes souvenirs. Mais, tu vois, c'était assez drôle, tu vois, par exemple, tu vois, donc steward, il bloquait un peu les gens comme ça. Et c'est très, très sécurisé. Ça, par contre, alors là, tu peux pas avoir de débordement, enfin, voilà, tout est bien cadré là-dessus. Bonne organisation, quoi. Ça, il faut l'avouer que. Il l'a pris pour un cyclo parce qu'en plus il y avait la course des femmes qui arrivait derrière. En plus, oui, c'est vrai. Non, mais puis Cyrus Monk, il a en plus une coupe, il a des cheveux longs, lui, tu vois. Donc il est arrivé, je te dis, il a arrêté, il a fait oh là, vous mettez sur le côté pour se ranger près de nous, par exemple, tu vois. Et puis le gars a fait non, mais attendez, moi je veux passer. Puis il lui montre son dossard, puis il a fait oh, tu vois, désolé, ok, vas-y, continue.
Donc voilà, c'est ça qui était assez voilà. sympa. Bon, sympa. Et puis le public est resté pour la course des femmes. Après, il y avait l'air d'y avoir du monde, même si les femmes se sont tapées la fin de la météo dantesque des hommes. Elles se sont tapées une météo terrible. Non, c'est pire que les hommes, parce que moi je te dis, les hommes quand ils passent, la pluie, alors. Voilà, après peut-être que je suis du Nord et donc ça va, mais c'était gérable. Franchement, c'est une pluie, non mais c'est une pluie pas agréable non plus, mais c'est correct, tu vois, ça pleuvait, mais ça va. Les femmes, elles ont pris une drache, mais violente, hein, là. Par contre, moi j'étais à ce moment-là au niveau du Quarmont. Une pluie énorme, une averse énorme. Je fais la traduction pour les non-initiés. C'est ça. Mais tu vois, on était au Quarmont, en fait, les gens étaient bloqués au Quarmont parce que t'as pas le droit de passer, de traverser la route. Et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient encore là pour les femmes aussi pour regarder, et qui étaient là aussi pour l'Ote Kopecky, qui était annoncé déjà en retard en plus. Et là, ils ont pris un temps dantesque et puis c'était bluffant parce que tu vois, soit tu regardes un peu les courses des hommes, tu regardes la course des femmes, soit tu dis ouais voilà la course des femmes ça va moins vite, pas du tout. Donc Quarmont vraiment ça a passé une très très belle vitesse. Hein. Franchement, j'étais assez impressionné par les cyclistes de tête. Très honnêtement, entre Longo Borghini, Kopecky, Marianne Vos, enfin tu vois, je les vois passer. Franchement, je me faisais la réflexion avec celui avec qui j'étais, je disais, tu les mets à la course des hommes, elles en dépassent certains, hein. Franchement, c'était assez bluffant, hein. Voilà, elles allaient très très vite. Enfin, moi, j'étais assez bluffé par la puissance qu'elles dégageaient aussi dans le vieux Quarmont, hein. Ouais, bah c'est bien de le dire. Et puis, c'est vrai qu'on en parlera avec Julien un peu plus tard dans le podcast, avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin, on parlera de la course des femmes, qui a été, la course des hommes, en fait, a été assez linéaire parce que Van Der Poel a tenu son rang finalement, contrairement à l'Ote Kopecky, mais Van Der Poel, une fois qu'il a attaqué un peu, la course était terminée, on s'est battu pour la deuxième place derrière, alors que chez les femmes c'était un feu d'artifice jusqu'à la fin. Ouais, mais moi je te trouve dur parce que la course des hommes, je veux dire, quand tu regardais Van Der Poel, c'était l'ultra favori, mais son équipe a très très bien couru, il faut l'avouer, tu vois, avec les bons équipiers, placer des bons coureurs au bon moment. Il y a eu des échecs. Moi, je pense que Pedersen ne doit pas partir avec Gianni Vermeersch pendant plusieurs... Alors, on en parlera. On en parlera de la tactique des Lidl Trek, parce que chez les femmes, ça a été une masterclass, mais chez les hommes, ça a été une disasterclass. On va en parler. Mais tu vois, ça, il faut souligner. Mais moi, je trouve que, tu vois, quand ça a commencé à péter à 110 km, 100 km de l'arrivée, avec des attaques successives, à chaque fois, on relaye pas forcément Van Der Poel. Je trouve que c'était la bonne stratégie de la part des outsiders, de mettre des petits groupes, de forcer Van Der Poel accélérer, aller chercher chaque équipe parce qu'ils pouvaient pas en fait te rouler face à tout le monde. Ouais. Donc c'était très intelligent. Après, il faut reconnaître qu'ils étaient aussi plus forts que les autres aussi, tu vois. Évidemment, mais c'est vrai. C'est vrai, tu as raison de souligner qu'il y a eu beaucoup de mouvements à partir de 110 bornes de l'arrivée. Mais finalement, quand je te parle de course linéaire, c'est que du moment où Koppenberg est passé, où Van Der Poel est passé en tête, en fait, entre la période des 110 bornes et des 70 bornes, c'était très 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 intéressant à suivre. Mais alors pas les 70 bornes, mais c'était un peu plus tard le Koppenberg. Je vais te dire pourquoi 70 bornes, je te le dis, parce qu'en fait moi j'ai suivi toute la course. Et alors je commentais un match de foot la veille à Amiens, il a fallu que je prenne l'avion à Lille pour rentrer chez moi, et en fait l'avion a décollé à 70 bornes de l'arrivée, et j'ai atterri derrière à Bordeaux en avion, et il restait 20 bornes et j'avais Van Der Poel en tête avec 2 minutes d'avance sur tout le monde. Donc j'ai pas trop compris, après je me suis remis la course, mais donc voilà, donc une fois à 110 bornes de l'arrivée au premier passage du Koppenberg, on a eu une très belle course une fois que le Koppenberg est passé, et en fait c'était le juge de paix, le Koppenberg, des deux courses, des femmes et des hommes, avec un pavé rendu hyper glissant. Je sais pas si tu l'as vu toi au vieux Quarmont, au Paterberg, quand il est passé, mais ça chassait énormément, et finalement on a ce qu'on voit parfois dans les Flandriennes, et ce qu'on avait vu nous, souviens-toi, au bord des pavés à Paris-Roubaix quand Colbrelli gagne fin 2021 sur le Paris-Roubaix déplacé à la fin de l'année civile. Et bien en fait la météo joue en fait son rôle dans la course. Ah ben clairement, après tu as raison sur le pavé. Nous on était assez bluffés parce que c'est vrai que le pavé de Paris-Roubaix, on se disait il y a quand même beaucoup moins de crevaisons sur le Tour des Flandres que sur Paris-Roubaix, mais c'est vrai que quand tu vois le pavé, il est beaucoup plus propre côté flandrien évidemment, et le fait qu'il soit plus propre aussi, ça joue également sur le fait que ça glisse plus, tu as raison. Alors qu'à Paris-Roubaix, c'est des pavés, tu verrais l'état, qu'enfin ou ailleurs d'ailleurs, il y a que je crois Wallersarenberg qui était pas mal refait aussi, mais tu vois c'est un pavé différent, et moi je trouve que oui ça, en termes de puissance c'était délicat, mais après c'était vraiment une course d'usure. Moi je trouve que Van Der Poel, tu vois, difficile à reprocher aux outsiders de pas avoir réussi à faire
plus, peut-être d'attaquer après les 70 bornes de l'arrivée, je suis d'accord, peut-être prendre plus de risques, mais en même temps, ils en ont pris avant. Physiquement, peut-être qu'ils ont eu besoin de récupérer. Et après, Van Der Poel, quand il attaque, t'as personne qui peut aller le relayer. Alors après, à moins que tout le monde se lie contre lui, mais pareil, t'as aussi un jeu de dupes, parce que maintenant, t'as l'impression qu'aussi, les gens, ils sont vite abattu, tu vois, en se disant c'est fini, il y en a qu'un qui a tenté vraiment sa chance de rejoindre Van Der Poel, c'est Jorgensen en fait, et le reste... Oui, parce que Jorgensen est resté sur son vélo dans Koppenberg. À pied derrière, tout le monde est à pied derrière, 4-5 coureurs seulement sont passés en vélo. Regardez même Mathieu Van Der Poel qui glisse. Derrière c'est l'hécatombe, tout le monde est à pied, j'ai l'impression pratiquement. Tout le monde est à pied, seul Pedersen est en vélo, et derrière c'est sauf qui peut. Cyclocross Moric à pied, cyclocross au mois de mars, le 31. Image rare, le seul à être passé pratiquement, c'est Mathieu Van Der Poel, et cette fois il a pris un petit peu d'avance sur ses adversaires. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'une fois que le Koppenberg est passé et que tout le monde avait pris une minute après avoir mis pied à terre, et en fait derrière sur les pavés, il perd pas de temps. Non, mais Van Der Poel. Après, oui, il perd pas de temps. Attention, parce qu'à un moment, il a jusqu'à quasiment une 45 d'avance, et je crois qu'à la fin, il gagne avec 1 minute 10 ou 1 minute, je crois, pas plus. Enfin, il perdait un peu de temps à la fin. Alors, oui, je dis pas est-ce qu'il est plus en gestion? Est-ce que derrière aussi, vu qu'on roule à plusieurs, on se relaie? Je crois qu'il perd du temps à partir de quasiment, on regardait, je crois que c'était 15 km, 10 km de l'arrivée, il commençait à perdre un peu de temps. Pas assez, évidemment, pour être inquiété. Une fois que le Paterberg est passé. Ouais, voilà, ça, oui, alors, quand même. Et quand t'as une 45 d'avance, tu vas pas maintenir ton allure, sachant que t'as aussi le Paris-Roubaix qui arrive dimanche prochain. Bon, nous, on le voit passer au Paterberg, alors il passe, mais ça souffre, hein. Et puis moi, typiquement, un coureur qui a l'air très très fort et qui, à mon avis, là, sa place reflète pas sa puissance du jour, c'est Oliver Neisen, hein. Oliver Neisen, alors là, je peux te dire que, moi, tu sais à quel point j'aime ce coureur, je sais pas s'il voulait me faire plaisir, mais, j'étais subjugué. Franchement, il est impressionnant. Il y a lui et Gautra, au Couramont, à un moment donné, quand il essaie de tenir la route Van Der Poel. Enfin, les Decathlon Jeux de Zère, ils avaient une impression de puissance. Alors, Gautra a complètement explosé. Mais par contre, Neisen, c'était assez bluffant. On l'a retrouvé. On va en parler parce qu'on l'a retrouvé sur ce Tour des Flandre quand même. Et 7ème, c'est mal payé. Oliver Neisen. Il avait pour moi, c'est top 5 minimum sur ce jour-là. G2R, ouais. Et au final, alors voilà, il fait 7ème, il fait top 10. Je vais redonner le classement du Tour des Flandres. Juste dire que le Koppenberg, il intervient au kilomètre 226, donc on est à 45 bornes, 50 bornes de l'arrivée sur le passage du Koppenberg, qui a été finalement le juge de paix des hommes et des femmes, puisque lors du passage des deux courses, et on en parlera aussi avec Julien, parce que finalement on peut pas mal critiquer, certains jusqu'à la limite de la misogynie critiquent les femmes en disant qu'elles savent pas tenir sur un vélo parfois. Et là les hommes ont prouvé que quand le pavé est mouillé, ou quand la course est compliquée, que c'est trop compliqué, c'est trop compliqué qu'on soit homme ou femme, et ça faut quand même le souligner et rabattre le caquet de certains qui peuvent se permettre de tenir des propos désobligeants contre les femmes qui nous ont livré une super course, donc quelques minutes on va dire après le passage des hommes. Voilà, le message est passé. FP, on va rappeler le top 10 de ce Tour des Flandres, donc 2024, avec la victoire de Mathieu Van Der Poel, et puis t'en as parlé de cet écart qui s'est réduit, 1 minute 2 d'avance sur Luca Mozzato, parce que là on va en parler quand même, Luca Mozzato de l'Arkea BNB, qui au sprint saute Michael Matthews sur la ligne. Michael Matthews qui a changé de ligne de gauche à droite pour doubler il a fait n'importe quoi. Très honnêtement, il a fait n'importe quoi. Bon, très rapidement, il fait n'importe quoi, mais est-ce qu'il est en total manque de lucidité aussi sur ce sprint? Je sais bien sûr que c'est lié, mais moi, encore cette expérience-là, alors après, je pense que c'est pas son premier monument. Je veux dire, là, il y a quand même un podium qui se joue. Franchement, c'est grossier. Tu vois, même moi, tu vois, nous, on était sur un écran géant. Tout le monde se regardait en disant, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Parce que, sur franchement, direct, c'est quand même grossier. Enfin, après, je comprends, t'as fait 250 bornes. Ouais, c'est grossier, mais tu vois, il y a quand même Toyn et Bettiol qui sont sur la gauche, et donc, il va aller chercher sur la droite. Bien sûr. Après, c'est vrai que t'as Nils Politt qui, et en fait, Nils Politt, tu le vois même pas sur le direct rouspéter comme l'avait fait Pogacar il y a 3 ans. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais. Donc voilà. Tout à fait. Mais après, derrière, il y a le contingent UAE qui était là aussi. Et voilà. En parlant de Pogacar, Nils Politt, UAE 3ème, Michael Bjerg 4ème UAE, 5ème Antonio Morgado, le portugais de la UAE, lui il prend en date, parce qu'on l'a vu depuis le début de saison, c'est un mec, une pépite portugaise recrutée par UAE,
qui aime ces courses-là difficiles. J'ai hâte de le voir dans les prochaines années, ce Antonio Morgado sur les classiques pavés. 6e Magnus Sheffield et Ineos, Oliver Naesen 7, Dylan Teuns et Alberto Bettiol repris à 100 mètres de la ligne 8 et 9, Tom Skuins 10, les Lidl Trek on va en parler parce que techniquement on n'a pas trop bien compris. Michael Matthews donc qui a été relégué de la 3e à la 11e place au final en queue de ce groupe. Wellens qui a été largué dans le final, mais il y avait 4 UAE dans ce groupe des poursuivants, Wellens 12, et puis ensuite le peloton qui est arrivé, un petit groupe de poursuivants pour la 13e place avec le vainqueur de Paris Tour l'année dernière, l'américain Riley Sheehan, et le premier français Valentin Madouas 16e dans ce groupe pour aller chercher les autres français. Faut descendre et on trouve Hugo Page 51, Damien Touzé 52, Pierre Gauthera 56, Florian Sénéchal 62, Alaphilippe 70. Voilà, et on est dans un groupe à 7 minutes 35. Voilà, donc faut descendre assez bas. Bastien Tronchon 72. Voilà, ouais, bon, je descends. Bon après, tu reviens sur Mozzato. Mozzato. Alors déjà juste ouais. Mathieu Van Der Poel. Alors on clôt Mathieu Van Der Poel, vainqueur logique. Il a tenu son rang. Il a été très fort tactiquement avec son équipe Alpecin de Koenig, et je voudrais juste revenir sur ça parce que pour moi c'est à la fois une victoire tactique et une victoire technique. On va rentrer dans le football, le technique est archétypique, mais c'est une victoire tactique parce qu'avec Alpecin de Koenig ils ont très bien couru, ils se sont pas affolés du tout, et technique parce que en fait il a fait parler ses qualités de cyclocrossman dans le Koppenberg pour rester sur le vélo et montrer une puissance. Malgré la puissance développée, il a réussi à rester sur le vélo malgré la roue arrière qui chassait aussi. Il s'est pas affolé, il a attendu le retour de Søren Krogh Andersen par exemple, et puis on a roulé, et puis il y a eu ce Koppenberg où tout a basculé. À 44 km de l'arrivée, Mathieu Van Der Poel remporte pour la 3e fois de sa carrière le Tour des Flandres. Il rentre dans la légende. Ils sont 7 maintenant à avoir remporté le Ronde van Vlaanderen à 3 reprises. Les derniers, Cancellara, Bonnen et Moussaoui. Il fait partie des plus grands. Et à la Philippe Gilbert, il va soulever son vélo. Philippe l'avait fait en 2017. Mathieu Van Der Poel remporte le Tour des Flandres pour la 3e fois. C'était une masterclass, encore une. Ouais, et puis on n'est pas surpris, hein. On connaît les qualités de Mathieu Van Der Poel, et puis on voit à quel point il est en confiance également. Et puis les équipiers, hein, on peut en parler. Gianni Vermeersch qui se place avec Mats Pedersen dans la roue pendant 20 km. Je sais pas s'il prend beaucoup de relais, mais tu vois, il avait l'air aussi pas mal, Gianni Vermeersch, parce que dans les monts pavés, il tient tête quand même à Mats Pedersen, qui était certes pas à 100%, mais voilà, on en parlera tout à l'heure de sa tactique qui était un peu étrange, mais il était présent. Axel Laurence qui roulait derrière. Il y avait Sylvain Dillier aussi au début de course. Voilà, Mathieu Van Der Poel, il avait pu compter sur son équipe, qui sur le papier. Axel Laurence qui a tenté un mouvement à un moment donné. Oui, exactement. Mais c'est vrai, tu vois, sur le papier, tu pouvais te dire, bon, c'est pas la meilleure équipe du monde, pour les pavés, et qu'ils auraient été en difficulté, au final, oui, peut-être la meilleure équipe avec UAE, évidemment, dans ce Tour des Flandres. Donc voilà, non, franchement, Van Der Poel, j'allais dire victoire logique, attendue, logique, et on n'est pas surpris, quoi. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va faire à Mathieu Van Der Poel à Paris-Roubaix. Mais ça va être là un Paris-Roubaix assez intéressant, parce que Paris-Roubaix est une course différente du Tour des Flandres, parce qu'en soi, Van Der Poel, oui, il peut faire une différence sur les pavés, mais c'est différent de faire une différence sur le pavé à plat que sur un mont pavé, quoi, pour lui en tout cas. Et exactement. D'ailleurs, en fait, moi, ça me fait penser un peu à Mathieu Van Der Poel. Cette course-là est traduit aussi l'évolution de sa carrière, où là maintenant, on avait un chien fou complet en début de carrière, et là, il s'est pas affolé, et on a eu un maître tactique. Alors, c'est facile à être maître tactique quand tu es sûr de ta force. Mais là, ça a été un véritable maître tactique dans cette course parce que ils ont tenté de l'isoler, la concurrence. Ils y sont arrivés parfois. Mais il y a pu avoir toujours un mec à un moment donné pour revenir de l'arrière, pour l'accompagner. On était à plus de 100 bornes de l'arrivée quand ça s'est passé. Gianni Vermeersch pour accompagner Pedersen quand il a attaqué. Kragh Andersen après sa crevaison qui est rentré et qui a roulé pour lui, avec Axel Laurence qui était là aussi. Donc en fait il a été très patient dans sa course, et je trouve que ça traduit une évolution en fait dans sa carrière aussi. Oui, bon après moi partir très très loin ça aurait été un peu suicidaire sur cette course, parce que c'était tellement épuisant, fatigant. Je suis pas sûr qu'un Mathieu Van Der Poel, même en très grande forme, et attends aussi par rapport à ce qu'il avait fait une semaine avant sur Gand-Wevelgem, je suis pas certain qu'il tenait quand même si on sait à quel point il est fort, mais tu vois, donc je pense que c'était aussi bien joué de sa part d'attendre vraiment 45 bornes à le Koppenberg, et encore, parce qu'on se dit ça, mais si Jorgensen a les jambes, peut-être qu'il revient sur lui, quoi. Donc parce qu'à un moment il l'a vraiment à 200 mètres, 300 mètres, je crois, à un moment donné. Donc c'est
pas si loin que ça, donc ça se joue à pas grand chose, mais c'est pas grand chose qui permet à Van Der Poel de gagner. Et puis voilà, vraiment, je suis curieux de voir sur Paris-Roubaix parce que je pense qu'il y aura plus de concurrence sur Paris-Roubaix qu'il l'a eu sur le Tour des Flandres. Parce que pareil, le Tour des Flandres, quand on l'avait dit avant, hein, d'ailleurs on le voit sur le top 10, on avait nous donné un top 10. Bon après, malheureusement, hein, Stéphane Kung, tu vois, de la FDJ est tombé, donc course quasi terminée au moment où il tombe, en plus dans les moments importants. Je crois que c'est juste avant le Quarmont, si je me trompe pas. Le deuxième passage. Ensuite, on a Pedersen qui était pas à 100%, on l'a bien vu. Et puis les autres aussi, c'était délicat. Donc on a un top 10 pas étrange, mais qui nous surprend, on va dire plutôt. Donc voilà quoi, c'est quand tu vois un Mozzato deuxième par exemple, moi j'aurais pas parié là-dessus, tu vois. Oui. D'ailleurs, bon, on va parler de Mozzato, mais Matteo Jorgensen, mal payé, qui termine 31e à 3,38. Il a décroché. C'est comme un autre qui décroche, c'est Oya Lascano. Alors là, je peux te dire que on l'a vu en très longtemps sur les coureurs de tête. Et dernier passage au Paterberg, je crois qu'il finit 70e, je crois. Enfin, alors lui, il a complètement lâché. Alors, 73e, voilà, 11 minutes 07. Voilà. Ah oui. Le champion d'Espagne qui a été au contact des meilleurs pendant un certain temps et qui, il a pas pu jouer le top 10, donc il s'est relevé. Il y a Paris-Roubaix qui arrive dimanche. Il a fait une sortie récup sur la fin du Tour de France. Je rigole bien sûr. Mais on va parler quand même de Luca Mozzato. Tu en parlais, deuxième. En fait, ils avaient tout misé, Arkea BNB Hotel, sur Flo Sénéchal, sur cette campagne des Flandriennes. Donc Sénéchal, on retrouvera plus sur Paris-Roubaix après sa fracture de la clavicule. Mais Luca Mozzato, incroyable. Il a été, en fait, quand on parle de maître tactique, Mathieu Van Der Poel, Luca Mozzato a été très patient pendant cette journée et en fait a été un maître de sérénité aussi et d'attentisme pour aller chercher cette deuxième place dans le final. Ah oui, plus ça se regardait devant et moins il y avait d'attaques dans les montées, plus Mozzato avait de chance de finir sur le podium. On sait que c'était un très bon sprinter. On se rappelle d'ailleurs de Mozzato, si vous écoutez le podcast depuis 2-3 ans, Jérôme Pinault, quand il est arrivé chez la BNB Hotel, il nous avait déjà parlé de ce coureur comme un futur Flandrien, en tout cas dans son profil et son évolution. Et voilà, il s'est pas trompé. Il s'est pas trompé, hein, à cette époque, on se rappelle, il nous avait dit ça, il nous avait dit à la course à suivre, profil Flandrien, très bon sprinter, c'était vrai. Alors après, Mozzato, on le connaît, on sait qu'il a déjà remporté, alors c'était quelle course cette année? Il a remporté une étape, cette année, il remporte Bredene Coxide. Voilà, c'est ça, exactement, donc une belle course. Et puis il y a 2 semaines. Exactement, donc il était en forme et puis on voit là, donc là effectivement il a fait une course attentiste, mais en même temps tu es un coureur d'Arkea BNB Hotel, à moins d'être un crack absolu, c'est pas à toi de faire la course, il a bien suivi et à la fin il fait un très bon sprint et voilà, il bat Michael Matthews, alors Matthews qui fait un sprint un peu étrange, mais il le bat deuxième dans ce groupe-là, et oui ça faisait partie des meilleurs sprinters, donc moi je suis pas surpris quand tu voyais le groupe arriver, tu pouvais miser sur Mozzato très haut, mais surtout pour Arkea ce qui fait du bien c'est les points UCI pour le maintien de l'équipe en World Tour. 640 points ça ramasse UCI d'un coup, hein. Pour Arkea BNB Hotel. Et d'ailleurs, tu m'y fais penser, j'ai peut-être essayé d'aller voir en fait le nombre de points aujourd'hui marqués par Arkea BNB Hotel, parce que ça peut représenter quasiment en fait le nombre de points marqués depuis le début de saison. Non, c'est sûr. Non, de tête comme ça, je crois que ça représente quand même pas la moitié, mais ça représente une grosse partie et en tout cas ça va faire énormément de bien, c'est clair. En plus, c'est un résultat significatif. Pour résumer, alors on s'éloigne un peu du sujet, mais Mozzato représente bien aussi l'équipe Arkea BNB Hotel qui fait avec ses moyens. On sait que c'est pas une équipe qui a non plus des gros moyens, mais qui a des moyens quand même. Moi, je trouve que miser sur la formation, ce qu'ils ont fait, on voit au fur et à mesure ce qu'ils veulent faire. Je vois Kevin Vauclin, on en parlera peut-être plus tard, avec le Tour du Pays Basque en ce moment, il fait toujours des bons résultats. Moi, je pense à un coureur comme Ewan Kostyo qui évolue très bien. Ils ont recruté des mecs comme Vincenzo Albanese pour ramasser des points. Arnaud Démare qui ne performe pas, pourtant ça doit être un mec qui doit performer. Sénéchal qui est là, mais qui s'est pété. Arnaud Démare, on en avait parlé dans la présentation. Il est il a quoi? Il a une fatigue, il a une grande fatigue. Une énorme fatigue, Donc mais ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif Arkea, même si ils perdaient le World Tour, je trouve qu'ils se sont battus avec les armes et une stratégie, tu vois, ce qui est cohérente. T'as le droit de perdre, tu vois, mais si t'as bien fait ton travail, tu seras forcément récompensé un jour. Et moi je trouve que ça c'était bien fait de la part d'Arkea après pour l'après Nairo Quintana. Donc vraiment moi voilà, pour l'instant je suis assez content pour Arkea parce que ça symbolise un peu ce travail-là, une équipe française qui travaille bien aussi, donc faut le dire. On sait que avec l'appui de BNB Hotel qui est arrivé cet hiver en co-sponsor avec Arkea, après la chute de l'équipe BNB Hotel il y a 1 an, c'est finalement toute une entité bretonne qui se regroupe autour d'Arkea BNB Hotel et ça c'est intéressant aussi.
Ouais, non, mais tout à fait. Et donc, franchement, je suis curieux de voir ce que ça va donner la suite de la saison, parce que je dis pas que je suis optimiste pour leur maintien World Tour, parce que ça va être très compliqué, ça va se jouer à pas grand chose, je pense, mais moi, je pense mais vraiment c'est peut-être ces points-là qui vont faire la différence. Voilà, exactement. C'est des points comme ça qui font la différence. Et tu fais 640 points à Tour des Flandres. Alors, on verra comment c'est Paris-Roubaix, mais on se rappelle du Paris-Roubaix de Laurent Pichon il y a 2 ans maintenant, qui était chez Arkea aussi. Voilà, un mec dans l'échappée, un Sénéchal dans l'échappée, ou un autre coureur, un Mozzato qui peut tenter sa chance. Ouais, je dis pas qu'en Paris-Roubaix, quand t'es dans l'échappée, que t'es bon, tu peux faire un top 10. Le Tour des Flandres de Luca Mozzato peut lui ouvrir l'appétit pour Roubaix ce dimanche. Et donc c'est très intéressant parce que avec sa pointe de vitesse derrière, il sera forcément plus rapide que d'autres qui ont moins de pointe de vitesse. Luca Mozzato qui avait fait 2 top 10 au sprint sur le Tour de France l'année dernière, dont une 4e place. C'était à Bordeaux, le sprint à Bordeaux au Quinconce, voilà, pour être tout à fait précis pour les Bordelais. Il y a eu 3 top 10 avec la 10e place sur les Champs-Élysées, voilà, en fin de Tour de France, donc capable de faire un top 10 aussi aux Champs-Élysées après 3 semaines de course. Bon, tu veux parler des Français en enchaînant ou pas, parce que là moi je suis content. Alors attends, parce que pour Luca Mozzato, faut dire pour terminer qu'il fait une super campagne de Flandrienne, parce qu'avant ça il fait 18e d'à travers la Flandre, 15e de Gand-Wevelgem, 21e de l'E3 classique, 10e de Bruges de Panne. Donc c'est quelqu'un qui a été placé pendant toute la période dans le top 20 des classiques flandriennes. On clôt Luca Mozzato. Tu veux parler des Français ou tu veux parler de Lidl Trek, la tactique? Écoute, on peut parler enchaînant avec les Français, on peut parler Lidl Trek après, parce que les Français, c'est un lien avec Arkea, je trouve, parce que Arkea, tu vois, qui a bien couru. J'ai vu, même on jouait Sénéchal aussi, qui était, on l'a vu passer plusieurs fois. On sent que lui, il est en reprise, tu vois, objectif Paris-Roubaix, donc je pense qu'il a vraiment pas tout mis. On voyait la façon dont il roulait même dans le Paterberg, dans le Quarmont, donc c'est normal. Mais 62e Sénéchal, exactement. 7,35. Moi, je mettrais un bon point à Julien Lafilippe qui tente sa chance assez loin, au 100 km pour être dans les bons coups. Mais malheureusement je pense qu'il a plus la pédale. Après ça, plus la distance surtout. Voilà, et je me posais la question, alors on pourra faire un débat plus tard dans l'année, mais quand je le vois rouler là dans le vieux Quarmont à la fin de la course et la difficulté qu'il a et le voir comme ça, moi je suis pas loin de lui dire écoute, à la fin de saison arrête là quoi, tu vois. Enfin vraiment c'est triste à dire, mais on l'a tellement aimé ta retraite. Ouais. Franchement moi ça m'a fait plus mal au cœur qu'autre chose, parce que je pense qu'il prend du plaisir, etc., mais je dis pas qu'il arrive au bout d'un truc, mais je vois pas trop ce qu'il peut encore aller chercher en fait. Et c'est ça la difficulté pour un tel coureur, parce que on se rend compte à quel point c'est un grand champion, mais moi je le vois sur le Tour des Flandres là encore une fois, à la fin c'est triste quoi, vraiment tu vois c'est dur pour lui et ouais, on se faisait la réflexion. Alors c'est quelqu'un qui c'est pas la première fois que ça arrive, mais quand les conditions météo sont froid et pluie, il a déjà prouvé plus tôt dans la saison aussi. C'est quelqu'un qui prend très vite froid. C'est bizarre à dire parce que certains vont me dire c'est bon, il est cycliste, et d'autres ont froid. Van der Poel il a pas froid, il est en cuissard court, il va au bout. Mais j'ai cette impression là que Alaphilippe finalement n'est pas fait pour ces conditions météo. C'est bizarre à dire parce qu'on l'avait vu pareil 2019, il est au sommet de sa carrière, c'est l'année où Pedersen remporte le championnat du monde, souviens-toi, à Harrogate, et les conditions météo sont identiques un peu à ce qu'on avait au Tour des Flandres là. Et après il y a aussi une chose, est-ce qu'il est pas juste en fait il est saoulé de ce qui se passe avec Soudal Quick-Step et qui veut juste partir le plus vite possible pour aller se refaire une fin de carrière correcte dans une autre équipe en fin de saison où il sera en confiance, mis en confiance par le patron qui va l'avoir. Il y a peut-être de ça aussi. Quand tu vois sa résignation en interview d'avant-course, en conf de presse d'avant-course, relayée notamment par RMC Sport et par France Info, interview qui avait été captée par Arnaud Souk et Fanny Lechevestrier, en fait, il en peut plus de Soudal Quick-Step. Patrick Lefebvre lui en a remis une couche dans ce week-end de Tour des Flandres. En fait, je crois qu'il a juste envie de se barrer le plus vite possible. Oui, alors ce qui est possible aussi, mais après ça joue dans la tête et derrière. Voilà, moi je suis curieux de voir. Après on verra où est-ce qu'il ira aussi, ça dépend du choix d'équipe que tu fais. Quels sont les moyens que tu as autour de toi aussi. Quel est le projet? Est-ce que tu as un peu un accompagnateur, un peu plus c'est quoi, capitaine de route, c'est ça l'expression, tu sais, un petit peu. Est-ce que tu vas chez Total Energy qui n'est pas invité sur toutes les courses? Est-ce que tu vas chez Cofidis qui est en menace de relégation et qui n'a pas gagné? Moi je ne conseille pas Cofidis, ils ont pas beaucoup d'argent, je vais pas tout mettre sur Alaphilippe, je préfère prendre 2-3 bons coureurs. Et vu ce qui se passe
passe en ce moment, ça a pas l'air de très bien tourner chez Cofidis, mais ils sont en menace de relégation en Pro Series. Tu vas chez qui finalement? Chez Decathlon G2R? Oui, si tu vas en France. Si tu vas en France. Oui, bien sûr. Oui, je sais pas. Si non, tu vas vraiment, en France. là, je serais à la FIF, je serais perdu. Mais en tout cas, on pourra en reparler. C'est vrai que c'est un débat sans fin. Moi, je voulais revenir aussi sur un peu les autres coureurs français parce que Pierre Gautra, une belle mention, même s'il craque à la fin. On voit que d'autres ont craqué. Il a tenu avec les meilleurs une bonne partie. Exactement. Et voilà, le trio c'est la génération Martinez, exactement. Grégoire, ils étaient ensemble les trois là dans le comité Bourgogne à la C Byzantine en jeune. Je sais pas si les trois étaient à la C Byzantine, mais ils étaient dans le comité Bourgogne-Franche-Comté en jeune à se batailler chez les juniors. Exactement. Et Gautra, voilà. Moi, je pense que ce qui lui manque peut-être, alors cette année, on va voir, mais c'est peut-être un peu tard, mais c'est une très grosse perte du style une victoire, tu sais, sur un Bruges de Panne, une course Saint-Flandrienne un peu moins longue que le Tour des Flandres, évidemment, pour avoir un peu de confiance. Je dis pas que c'est ce qui lui manquait, mais on sent que voilà, il est jeune de toute façon, hein, et on peut pas lui demander plus, mais voilà, il a vraiment très bien fait jusqu'au Quarmont. Maturité tardive sur les Flandriennes et les pavés. Ouais. Et puis l'avantage d'être un Flandrien, c'est que plus tu vieillis, plus tu peux être bon, donc c'est pas c'est pas rédhibitoire. Et un mauvais point, je sais pas si c'est un mauvais point, en tout cas un point décevant, c'est Valentin Madouas. Moi, je veux bien les déclarations d'avant-course, mais quand on me dit après derrière, j'ai jamais été aussi en forme, et puis après voir le placement qu'il fait, que t'es pas les jambes, toujours mal placé. Que t'es pas les jambes, j'entends. Mais ça, tu vois, tu peux pas reprocher de pas avoir les jambes un jour. De toute façon, c'est difficile. C'est sur une course. Un jour tu les as, un jour tu les as pas. C'est pas le Tour de France où 15 jours après tu les as et puis tu cartonnes tout. Là, je comprends. Mais par contre, tu peux pas me dire, j'ai la forme de ma vie et je suis hyper motivé et être aussi mal placé tout le temps. Parce que tu peux être mal placé une fois. Tu peux pas, à 120 bandes de l'arrivée, être toujours en queue de peloton, là où tu vas rentrer dans les moments compliqués. Exactement. Dans les moments où va y avoir des mouvements, tu peux pas être toujours en queue de peloton, et je suis d'accord avec toi, et je suis assez en colère contre Valentin Madouas, parce qu'au final, même en étant toujours mal placé, il termine 16ème, il te claque un top 20, il termine à 2 minutes, il termine dans le groupe des poursuivants, et t'as l'impression qu'en fait, si Valentin Madouas n'avait pas perdu d'influx à être toujours à remonter, il y a eu deux pelotons qui se sont séparés à un moment donné dans la course à 100 bornes de l'arrivée, et lui était dans le groupe de derrière, et donc il a dû chasser avec les autres. Il a toujours été mal placé, et en fait il avait le top 10 dans les jambes. Bien sûr, jambes au final. Quand tu vois même dans les monts pavés, quand il est passé les deux fois qu'on le voit, nous au Paterberg, il dépasse tout le monde, tu vois. Et en fait c'est un peu comme vraiment, c'était impressionnant. Il avait les jambes. Après, moi ce que je lui reproche, tu vois, c'est typiquement, je vais mettre le contraste avec Laurence Pitty. Laurence Pitty, tu vois, par exemple, il est toujours bien placé, mais toujours bien placé. Je sais pas comment il fait, c'est impressionnant. Et par contre, tu vois, il saute complètement dans les derniers monts de la course, mais vraiment il saute complètement. Mais moi, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Bah non, mec, t'étais bien placé. Il termine 39e à 89. Mais tu vois, mais toujours bien placé. Tu vois, je crois à l'avant-dernier passage du Quarmont, avec Van Der Poel, etc. Franchement, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Ouais, après tu pètes. Bah c'est tout, c'est comme Gautra. T'as 21, 22 ans. Ouais, bah écoute, t'étais très bien placé. T'as pas les jambes. Tu vois, tu vas pas les avoir plus que si t'étais. C'est tout. Mais par contre, t'as aucun regret à voir, parce que t'étais placé parfaitement. T'étais avec Van Der Poel, le vainqueur. T'as décroché. T'es pas le seul. Et qu'est-ce que tu veux? Et à l'inverse, Madouas, tu peux dire, bah oui, toi t'étais à 900 mètres de Van Der Poel, quand il démarre, c'est pas normal. Tu dois être au moins à côté, pas très loin, et voilà. C'est un peu le mauvais point. Je suis entièrement d'accord avec toi, et t'as bien fait de souligner cette performance finalement de Valentin Madouas, qui va accrocher un top 20, mais un top 20 très décevant par rapport à la forme qu'il avait. Avant de terminer, Lidl Trek, t'as compris toi leur tactique? J'ai l'impression qu'ils ont totalement paniqué après la chute de mercredi. Ouais, alors je sais pas trop. Moi je pense que la tactique était assez simple, c'était de dire on joue tous les coups à fond, un peu la tactique Visma Lease the Bike. En fait, dès qu'il y a un coup qui part, il nous faut un ou deux coureurs dedans. Ça, c'était bien joué. Là où je comprends moins, c'est pas forcément sur cette tactique-là, c'est sur le fait que Mats Pedersen se grille pendant 20-25 km et il roule quasiment avec Vermeersch. Donc la tactique, j'ai pas compris. Ouais, oui, non, mais ça, mais plus que la tactique, je pense que la tactique de base, c'était celle-là. Pour moi, c'était on suit les coups, on tente d'embêter Van Der Poel au maximum en envoyant Skuins. Enfin, ils avaient quand même des bons coureurs, Jonathan Milan, etc. Skuins, il fait 10, au final. Oui, au final, mais je veux dire, la tactique de base, je crois que c'était celle-là. Et quand tu vois après Pedersen, mais pourquoi tu lui dis pas arrête-toi de rouler, quoi? Parce
qu'en plus, ils prenaient quoi? Ils avaient 20 secondes d'avance, 30 secondes d'avance maximum. Mais ils l'ont laissé se fatiguer, laissé se fatiguer juste devant. Et d'ailleurs, Pedersen c'était du pain béni pour les gars en poursuite. Voilà, Pedersen dit j'ai couru n'importe comment et je pense qu'il le reconnaît, mais en revanche, moi je comprends pas que Pedersen, on lui dise pas, parce qu'on les oreillettes, alors dites-lui, Mats, rentre dans le rang, quoi, c'est bon, 2 secondes, t'inquiète pas, là, t'as Gianni Vermeersch, de toute façon il va pas rouler ou moins rouler, derrière t'as tout le monde qui roule contre toi, donc ça sert à rien, quoi, attends un peu. Après, vu la forme qu'il avait, je pense pas qu'il aurait suivi Van Der Poel, mais on sait jamais. Mais c'est pour ça que je comprends pas, en fait. C'est pour ça que je comprends pas. C'est peut-être pas à Pedersen de suivre ce mouvement ou de tenter d'anticiper. C'est plus à Skuins au final. Oui, peut-être. D'être dans un mouvement d'anticipation. Oui, mais par exemple. C'est plus à Skuins. Oui, mais par exemple, regarde, alors ça c'est à 100 bornes, c'est un peu loin peut-être, mais imagine un groupe part avec 15 coureurs, dont Pedersen, mais sans Van Der Poel. Et je sais pas, il a 1 ou 2 équipiers avec lui, plus Levis Bike, plus un FDJ. Enfin, tu vois, là tu dis ah ouais, c'est bien joué, quoi. Parce que tu vois, ils partent comme ça. Donc ça, c'était ces mouvements de course, c'était intéressant. Là, le moment où ça foire, c'est quand tu pars K2 avec un coéquipier de Van Der Poel, tu vois. Tu pars même pas avec un voilà. Tu vois que t'es un coéquipier de Van Der Poel. Bon, tu vois, tu te retournes, il est dans ta roue. Bon, stop, c'est bon. Ça, je vais pas continuer. Ou alors, mais pour moi, c'est une des explications. Ils ont paniqué après la chute d'à travers la Flandre, en se disant, Mats Pedersen, il a dû se dire au réveil, j'ai pas les bonnes sensations, donc je vais me sacrifier pour le reste de l'équipe. Mais ça me paraît bizarre parce que au final Pedersen avait quand même l'air d'avoir de bonnes jambes, quoi. Peut-être pas pour aller chercher la victoire avec Van Der Poel, mais au minimum pour moi pour avoir un top 10. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, top 10, je pense qu'il pouvait largement être dans ce groupe. Il fait 22e au final, 41. Mais... Non, il pouvait être dans le groupe Nils Politt, Bjerg, comme Mozzato, etc. Ça, clairement, il avait les jambes pour ça. Oui, ça c'est certain. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça c'est vrai. Ou alors il s'est dit all-in, j'ai déjà fait podium de monument et puis mais je suis curieux de voir avec une semaine de repos comment ça se passe à Paris-Roubaix, parce que là c'est un profil différent et puis en plus on va avoir une course sèche, c'est-à-dire avec un pavé sec et puis et ça convient à son gabarit aussi à Pedersen. Et ça convient et puis voilà, donc je suis curieux de savoir et moi on va voir comment ça va se passer, mais je pense que si je suis coureur d'une autre équipe qui a pas de favori dans son équipe, miser sur l'échappée. C'est toujours un Paris-Roubaix sec, l'échappée, elle a forcément un des membres qui finit top 10 ou en tout cas pas très loin. Si t'as les jambes, faut prendre l'échappée. Ouais, quand Mathieu Heyman avait remporté Paris-Roubaix, tu as l'année, attention quiz, tu as l'année Mathieu Heyman? C'est un des rares que je rate, donc c'est soit 2016, soit 2017. Ouais, c'est 2016. C'est 2016, ouais, c'est ça. Mathieu Heyman, bien vu. Je l'ai raté. Ouais, c'est un des rares que je rate de Paris-Roubaix. C'est un des très rares, donc c'est celui-là. Ouais, voilà. Donc 2016. Ouais. Et 2017, Greg Van Avermaet. Donc ça, je l'ai vu celui-là, du coup. Paris-Roubaix. Avant qu'il n'arrive chez AG2R, bien évidemment. On parlera de la présentation de Paris-Roubaix dans quelques jours. On sortira ça. Ils annoncent le samedi pour la course des femmes, près de 25 degrés, plus de 25 degrés, je crois. Ouais, ça 25 degrés pour l'instant. Hein. Donc là, on est mardi. Et ça va baisser à un peu moins de 20 degrés pour le dimanche. Reste que 20. Par contre, en revanche, je parle d'un vent fort. Hein. Donc ça va être aussi intéressant à voir. On parle de rafales à 55 km/h dans le Cambrésis. Donc voilà. Donc ça va être intéressant à voir aussi ça parce que du vent régulier à plus de 30 km/h. Voilà, c'est ça. Alors après, il faudra avoir vent de face, vent de dos, mais ouais, va falloir être intelligent. Apparemment, ce serait vent de sud-ouest. Sud-ouest, du coup. Apparemment, ce serait vent de sud-ouest, donc qui pousserait les coureurs dans le dos. Ok, bon tant mieux pour l'échappée. Avant de 3 donc quarts. Encore plus pour l'échappée. Moi je suis l'échappée, je te dis, moi Sénéchal, je suis Florent Sénéchal, moi là, échappée, occasion rêvée pour gagner Roubaix. Non, je suis embête. Ouais, bon ben voilà. On a déjà là Flo Sénéchal vainqueur à Roubaix. T'as ton pronostic? Ouais, j'espère, ça serait rare. J'en rêverais. Il y aura sûrement des bordures, en plus sur les secteurs pavés avec vent de sud-ouest. Mais il y aura encore une fois ce collectif Alpecin de Quenin qui allait bouger parce que Philipsen a prouvé l'année dernière qu'il était capable de faire même deuxième derrière Mathieu Van Der Poel. Bon. On a conclu ce long débrief du Tour des Flandres. Finalement, il y avait quand même pas mal à dire. On va parler des femmes dans quelques instants. Juste avant cela, dire qu'il y a le Tour du Pays Basque cette semaine, avec pratiquement les grands favoris du Tour de France, mis à part Pogacar. Il y a Vingegaard et Evenepoel-Roglic, qui a eu le contre-la-montre inaugural dans les rues de Irun, qui est une arrivée ce mardi à Cambo-les-Bains en France. Un passage à Cambo-les-Bains avant de repartir, il me semble, d'Espelette mercredi matin pour aller ensuite revenir dans le Pays Basque espagnol.
que ce contre-la-montre inaugural. Ayroun nous a montré quelques petites images sympas. Roglic qui s'est trompé de route à la fin, et puis Evenepoel, alors ça c'est moins sympa, qui a chuté dans le deuxième virage juste au départ après 20 secondes de course, et finalement même Evenepoel avec cette chute termine à 11 secondes du vainqueur inaugural Primož Roglic. Vingegaard 5ème, 16 secondes du chrono, juste devant et dans la même seconde Kevin Vauquelin. On va suivre tout cela cette semaine. En 2 mots, c'est Vingegaard contre les autres, on a l'impression, mais surtout le fait que ce soit pas de la haute montagne au Pays Basque, ça va peut-être niveler les écarts entre Evenepoel et Vingegaard et Roglic aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que Vingegaard, il est peut-être plus perdant par rapport au parcours que les autres. Aux autres d'en profiter. Après, tu parlé des erreurs de parcours. Moi, j'ai l'impression que sur le Pays Basque, l'organisation, c'est toujours un concept. Tu te rappelles avec les descentes dangereuses. Tu te rappelles l'an passé où il y a, les dernières années. Donc, moi, j'attends juste aussi de voir comment ça va se passer ces courses aussi. Les prochaines étapes, pardon. Voilà, j'attends de voir parce que j'étais toujours surpris avec le Pays Basque. Même si j'aime beaucoup les Basques, il n'y a pas de raison, mais c'est juste que c'est vrai que l'an passé, quand tu te rappelles la descente, et là je vois Roglic qui s'est trompé, alors que c'est vraiment lui qui s'est trompé, et que c'est pas un problème d'organisation. Il s'est vraiment trompé, c'est la dérivation des directeurs sportifs. En tout cas, voilà, c'est voilà. Mais en tout cas, oui, Roglic, je suis impatient de voir à quel point il est fort ou pas, parce que sur le chrono, il me semblait très très puissant. Oui, et puis à quel point il va réagir après ce Paris-Nice décevant aussi. Ouais. Ça, on va voir qui avait été remporté par Matteo Jorgensen, juste devant Remco et Evenepoel. Les Français, il y aura Vauquelin à suivre. Bruno Armirail qui a fait 12e du chrono inaugural. Romain Grégoire et David Gaudu qui a repris ce week-end sur une manche de Coupe de France, qui avait fait 4e et qui est de retour donc autour du Pays Basque après sa blessure sur Paris-Nice. Et Romain Grégoire à suivre toujours son évolution aussi, qui accompagnera David Gaudu, à voir qui sera le vrai leader de cette équipe Groupama FDJ sur ce tour du Pays Basque. Pour toi c'est qui? Grégoire, je crois. Mais après on va voir comment ça se passe. Mais je pense que Grégoire, c'est lui qui a la meilleure forme par rapport aux deux. Wait and see. FP, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve en fin de semaine pour la présentation de Paris-Roubaix. On rappelle Paris-Roubaix, samedi pour les femmes, dimanche pour les hommes. Nous, on va partir avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin sur la course des femmes, FP, puisque la course des femmes a été très sympa à suivre dans ce Tour des Flandres 2024. Mets ton parapluie parce qu'il pleut beaucoup. Allez, hop, parapluie. Allez, ciao à tous. Shirin Van Anrooy qui lance le sprint pour Elisa Longo-Borghini en 3e position. Katarzyna Niewiadoma entre les Lidl Trek. Katarzyna Niewiadoma qui va les surprendre. Niewiadoma la plus forte pour l'instant. Le retour d'Elisa Longo-Borghini et la championne italienne qui s'impose. Victoire pour la Lidl Trek après 2015. Elisa Longo-Borghini triomphe aujourd'hui et remporte son 2e rang devant Vlaanderen. Marianne Vos vient prendre la 4e place devant Lotte Kopecky et Pac Peters. L'équipe Lidl Trek est inarrêtable. La suite de ce vélo podcast débrief du Tour des Flandres avec Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Bon, on vient de parler de la course des hommes qui a été une course un peu linéaire dans la tactique, dans ce qu'on attendait. Par contre, chez les femmes, ça a été un feu d'artifice complet. Alors, c'était une course totalement débridée. Il n'y a pas meilleure promotion pour le cyclisme féminin que d'avoir regardé cette course. C'était du feu d'artifice tout le temps. On peut le dire vraiment tout le temps. Ouais, non mais vraiment. Et en plus, alors, il y a eu sur la fin de la course homme une énorme averse, de la grêle et tout. Elles, les femmes, elles se sont tapées toute la mauvaise météo que n'avaient pas forcément eu les hommes dans la majeure partie du parcours, en plus. Les femmes ont pris l'averse dans les moments clés, un peu avant le Tyenberg, et après elles ont fini carrément sous la grêle par passage. Donc c'était vraiment des conditions de vraies Flandriennes avec le vent, la pluie, la grêle. Je pense qu'on avait tous les ingrédients pour faire un beau Tour des Flandres. Et avec comme point commun avec les hommes, finalement, ce passage dans le Koppenberg où ça a complètement décimé la course et fait les différences. Cette année, le Koppenberg a joué vraiment le rôle de juge de paix. D'habitude, ça se décantait pas avant Othon, voire le vieux Quarmont. Là, ça a vraiment déclenché au Koppenberg. Autant l'année dernière, il y avait une concurrente éliminée sur chute avant le Koppenberg, Annemiek van Vleuten, que là, cette année, c'était lavage et saurage pendant le Koppenberg. On était au Koppenberg à 55-60 bornes de l'arrivée, si je me trompe pas, Julien. Ouais. On a eu un peloton groupé qui s'est présenté en fait au Koppenberg. Il y a la traditionnelle échappée matinale avec
avec des bonnes coureurs. On a eu Elena Pironet de Team Roland, Gladys Verhulst qui était échappée, Mieke Dots, qui était visiblement là pour préparer le terrain pour les équipières. Justine Guéquière qui était échappée, s'est fait reprendre juste avant le Koppenberg. C'était un peu le départ du Koppenberg Cross, quoi. Vos marques préparées en bas du Koppenberg. C'est ça, Koppenberg Cross. Quand on est dans des conditions de course comme on a eu au Tour des Flandres ce week-end, notamment dans le Koppenberg où ça a été une patinoire ce Koppenberg, eh bien on met pied à terre quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, homme, femme, du 500 watts ou du 150 watts, ça patinait et c'était même chez les hommes, c'est ce qui a vraiment aussi décidé la fin de course chez les hommes comme chez les femmes. Ah ouais, complètement, avec ce Koppenberg qui a donc été le juge de paix de ce Tour des Flandres chez les femmes, remporté par Elisa Longo Borghini, la championne d'Italie, devant Katarzyna Niewiadoma et Shirin Van Anrooy, son équipière de la Lidl Trek, qui avait eu un temps d'avance dans le final et qui donc a joué parfaitement son rôle d'équipière pour Elisa Longo Borghini, qui remporte son deuxième Tour des Flandres 9 ans après. C'était en 2015 sa première victoire à Longo Borghini. C'était en 2015, elle était encore toute jeune coureur, pas encore très connue, pas avec un petit palmarès. Et voilà, 2 Tours des Flandres dans un palmarès, ça cause. Et ça place un peu cette coureuse qui est une des meilleures au monde, très clairement. Le top 10 rapidement avec Marianne Vos, 4, Lotte Kopecky, on en parlera, 5, Puk Peters, 6, Silvia Persico, Demi Vollering, 7, 8, Letizia Paternoster, l'italienne 9e, et Caroline Swinkels, 10e juste devant, Lorena Webes, première française, la championne de France, Victoire Berthaud, 14e, et qui a donc terminé 4e de ce sprint du groupe des poursuivantes, réglé par Lorena Webes. Il y avait eu notamment entre Webes et Berthaud, pour en parler, Arnis Sierra et Pfeiffer Géorgie. On va parler un peu de ce Tour des Flandres femmes, mais avec déjà un peu, contrairement aux hommes, une Lidl Trek au top au niveau de la tactique, et avec Elisa Longo Borghini qui était très clairement la plus forte avec Niewiadoma, mais ensuite ça s'est joué à la pointe de vitesse. Elles étaient toutes les deux les plus fortes dans ce Tour des Flandres femmes, mais les Lidl Trek ont joué parfaitement la course d'équipe avec Shirin Van Anrooy qui a pris un temps d'avance dans le final, rattrapé ensuite par le duo Longo Borghini Niewiadoma, et ensuite Van Anrooy qui a parfaitement travaillé pour Longo Borghini pour aller s'imposer à Oudenaarde. C'était le plan parfait à mettre en place. Shirin Van Anrooy qui attaque, enfin qui prend un temps d'avance dans le vieux Quarmont, qui a plafonné à 20-25 secondes, qui se fait reprendre juste après le Paterberg. Longo Borghini Niewiadoma qui était en groupe avec notamment les Vos et Kopecky et Puk Peters, le groupe avec aussi Persico qui termine à quelques secondes derrière, et les deux elles étaient vraiment les plus fortes. Elles se sont échappées dans le Paterberg et elles ont créé un écart suffisant de 15-20 secondes pour ensuite rattraper Van Anrooy et aller au bout, quoi. Alors surtout ce qu'il faut, là où la Trek était très forte, c'est qu'ils se sont fait ramener Van Anrooy était prise dans la cassure du Koppenberg. On retrouvait déjà Niewiadoma et Longo Borghini. C'est la SD Works qui ramène Van Anrooy quasiment dans un fauteuil au pied du Quarmont. Donc après, plus qu'à planter la banderille. Personnellement. Et d'ailleurs, elle plante la banderille avant, en fait, dans la descente, ce qui amène au vieux Quarmont, parce que si je me souviens bien, il me semble qu'elle est larguée avec Kopecky, et je crois que c'est sur un regroupement. En fait, on l'a pas bien vu à la télé, mais je crois que elle a eu le groupe Van Anrooy. Elle est sortie à l'injection en bas de la descente avant le vieux Quarmont. Elle ressort. Elle ressort tout de suite en rentrant sur le groupe de tête. Et c'est ça. Elle traverse le groupe de tête. Et là, elle prend tout de suite 5-10 secondes, quoi. 5-10 secondes, avec Swinkels derrière qui a coincé vers le sommet du Quarmont. Et après, Van Anrooy s'envolait. Alors, honnêtement, à un moment, j'y ai cru parce que Van Anrooy, c'est aussi une petite bête à rouler. C'est une cyclocross-woman. Donc, tu sors à 20 bornes de l'arrivée, ça te fait 48 minutes, c'est l'équivalent d'un cyclocross, quoi. Donc, elle a la caisse pour les tenir. Ouais, on rappelle que c'est une des meilleures cyclocross-women au monde, avec notamment une autre néerlandaise qui était, elle, présente, Puk Peters, qui était avec les favorites. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on avait Puk Peters et Shirin Van Anrooy qui étaient dans le groupe des
des favorites au Tour des Flandres. Et finalement, c'est Lidl Trek qui ont balbutié leur cyclisme chez les hommes, chez les femmes. Elles ont survolé la concurrence. Et donc, on arrive dans le final avec Shirin Van Androoy. On les voit d'ailleurs discuter à l'oreillette, les deux, Van Androoy et Longo Borghini. Cette image, moi, elle m'a marqué. Toi aussi, Julien ? C'était aussi très bien joué pour cacher à Niewiadoma le plan. Parce que normalement, tu te parles côte à côte, mais c'était je t'emmène, tu m'emmènes, pousse un peu plus. Parce que derrière, ça revenait. Hein. Ça revenait. Derrière, ça roulait, ça revenait. Hein. Si Van Androoy ne roule pas, derrière, ça revient. Mais c'est là où elles ont été très intelligentes, les Lidl Trek. C'est qu'elles ont, elles ont bien participé, elles ont bien organisé l'échappée avec Niewiadoma, qui elle aussi a bien roulé. À un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'elles vont s'amuser à attaquer tour à tour? Et le problème, c'est qu'un truc comme ça, derrière, Niewiadoma, elle roule plus. Le groupe derrière rentre. Non, c'était super bien tactiquement joué, ça a été très intelligent de leur part de faire leur boulot dans les 15 derniers kilomètres. Elisa Longo Borghini, c'est une des meilleures courses du peloton. C'est très clairement le top 5 mondial, quand même, je pense, même si en 2023, elle a eu une année un peu en dessous. Elle fait deuxième notamment de Liège-Bastogne-Liège. Elle fait podium du Tour des Flandres l'année dernière, mais elle termine pas le Tour d'Italie. Il me semble qu'elle avait chuté lourdement, c'est ça ? Elle chute quand le lendemain de sa victoire d'étape, où elle était à une trentaine de secondes devant Vleuten, de souvenir. Au Tour de France, elle doit abandonner, elle ne peut pas prendre le départ de l'étape du Tourmalet, parce qu'elle avait un abcès à l'aine. Alors qu'elle était 4e du général. Elle a eu beaucoup de malchance l'année dernière. Après, c'est une coureure que j'apprécie énormément. Ma binôme Laura, c'est sa coureur préférée, donc forcément, elle a vécu un bon Tour des Flandres. Et non, c'est une coureure qui a parfois un peu un déficit de confiance en elle. Elle a besoin de... Mais elle est complète. Elle sait grimper, elle sait aller rouler sur les pavés, elle a une bonne pointe de vitesse. C'est son deuxième Tour des Flandres. Elle a remporté aussi Paris-Roubaix en 2022. Elle a gagné Strade Bianche en 2017. Elle a gagné l'ancienne Route de France en 2015. C'est une femme qui est complète, qui est une des meilleures. On parle beaucoup de coureuses complètes, de coureurs complets dans le vélo. Elle en est la définition chez les femmes. C'est un peu l'archétype de ce qu'on retrouve encore heureusement dans le cyclisme féminin. C'est pas une hyper spécialiste, dans le sens où elle fait pas que les classiques ou que les grands tours, chose qui commence à arriver chez les femmes. On l'a un petit peu vu avec Van Vleuten l'année dernière. Ouais, mais c'est une coureure qui sait tout faire, Longo Borghini. Elle est quand même triple champion d'Italie du contrôle du chrono à la suite, ce qui classe aussi sa place, oui. Avec des Guazzini, qui sont très très bonnes rouleuses. Puis elle est d'une génération qui dure et qui peut encore durer 2-3 ans. Je pense. Oui, et on la retrouvera sur les Ardennaises, Elisa Longo Borghini parmi les favorites, aussi à la fois sur l'Amstel, la Flèche et Liège. Et Liège-Bastogne-Liège. Julien, on va passer un peu à celle qui a été battue au sprint par Longo Borghini, c'est Kasia Niewiadoma. C'est terrible pour elle parce qu'elle était au-dessus de la concurrence avec Longo Borghini, mais le problème c'est qu'elle est tombée sur un collectif Lidl Trek qui a été meilleur. Alors même si en pointe de vitesse Niewiadoma a un déficit par rapport à Longo Borghini, c'est très frustrant pour Niewiadoma parce qu'elle est aussi, avec Longo Borghini, l'une des coureuses les plus complètes du peloton, capable de faire podium du Tour de France et de faire podium du Tour des Flandres. Mais à côté de ça, elle a toujours un truc qui lui manque, la pointe de vitesse, ou alors en haute montagne, elle va buter sur une fille qui est plus forte. Bon, il y a eu l'hyper-concurrence, en tout cas l'hyper-domination d'Annemiek van Vleuten pendant des années. Là, il y a Demi Vollering. Il y a toujours quelqu'un qui est un poil plus forte qu'elle. C'est dommage. C'est dommage. Alors, autant sur les autres courses, c'est un des gros défauts que tout le monde lui trouve. D'être trop généreuse dans l'effort, toujours attaquer un peu à contre-temps ou trop attaquer justement. Là, justement, j'ai trouvé très très sereine, très très organisée, mais bon, là, elle tombe aussi encore une fois sur plus forte qu'elle. En pointe de vitesse pure, de toute façon, en 1 contre 1, c'était évident que c'était Longo Borghini qui passait. Kasia Niewiadoma, quand on regarde quand même. Et d'ailleurs, voilà, je suis sur sa page.
je me souvenais plus qu'elle est championne du monde de gravel fin 2023, championne du monde de gravel quand même. C'est une femme qui aime le vélo, qui fait podium du Tour de France l'année dernière. Quand on regarde son année 2024, ça marque. Elle fait 2e du classement général du Tour de la Communauté de Valence qui avait été remporté par Marlène Reusser. Elle fait 7e du Het Nieuwsblad, 4e d'Estrade Bianchi, 2e du Tour des Flandres. Et elle fait meilleur grimpeur du Tour de France l'année dernière, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, meilleur grimpeur. Ouais. Il lui manque une grosse victoire. Je pense que c'est ça qui lui manque, une grosse victoire qui la débloquerait encore plus au niveau de la confiance. Et ce qui lui manque aussi, c'est l'équipe. Elle fait partie de cette équipe Canyon SRAM depuis 2018 maintenant, Kasia Niewiadoma, mais c'est vrai que après quand on regarde les Canyon SRAM au départ, il y a Soraya Paladin qui vient prendre une 18e place, une Chloé Dygert qui a été malchanceuse je crois quand même, qui est tombée dans le Koppenberg aussi, voilà, qui est tombée dans le Koppenberg, 43e, et derrière il y avait Alice Towers, Elise Chabet qui n'a pas existé sur cette course, et Tiffany Cromwell qui n'a pas terminé. Alors là, il lui manquait vraiment. Elle est tombée sur un collectif. Sur un collectif. Après, Elise Chabet revient de blessure. Soraya Paladin, elle n'est pas à son meilleur niveau, j'ai l'impression, à confirmer là sur Roubaix. Mais il lui manquait clairement quelqu'un avec elle dans le final. Peut-être que si Dygert était passé Koppenberg, ça change aussi la donne pour elle. Ouais, complètement. Et donc Kasia Niewiadoma qui vient prendre cette 2e place. Bon, moi c'est une de mes courses préférées du peloton. Je la trouve très offensive, toujours généreuse dans l'effort. Au-delà de ça, c'est elle est solaire, elle respire la joie d'être sur un vélo. Et quand on voit, j'étais tombé. Alors c'est un peu les coulisses, ou pas les coulisses, mais après contre-la-montre finale du Tour de France l'année dernière. Niewiadoma, elle avait fait la fête complètement avec l'équipe pour fêter son maillot à pois. Il y avait eu vraiment quelque chose autour du bus, du bus de la Canyon SRAM l'année dernière. J'étais tombé sur elle après le contre-la-montre, après les podiums protocolaires où il y avait vraiment la fête avec toute l'équipe et toutes les coureuses et tout le staff et les proches des femmes pour fêter ce maillot à pois. Et en fait, ça respire l'amour du vélo qu'elle a, où on la voit souvent aussi sur les réseaux sociaux avec son compagnon Tyler Finney, être en expédition, en exploration, souvent à vélo à gauche à droite, et c'est ce qui fait aussi que cette femme, elle est généreuse dans l'effort, et que cette coureuse, elle est une des meilleures au monde, au moins dans le top 10. Au moins dans le top 5, je dirais. Faut pas oublier qu'elle a fait aussi un podium d'un championnat du monde à Louvain, remporté par Balsamo devant Voss. Donc c'est aussi quelqu'un qui mérite une place dans le top 5 mondial. C'est vraiment quelqu'un. Et qui mérite une vraie grosse victoire. En tout cas, ça. Et tu vois cette fille est amoureuse du vélo. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et elle, encore une fois, on la verra aussi. Et bien sûr, les Ardennaises, où elle sera l'une des favorites. Et pourquoi pas aller claquer une Ardennaise, je sais pas, peut-être une Flèche Wallonne, par exemple, avec son gabarit, ça pourrait pourquoi pas jouer en sa faveur. Je crois pas qu'elle fait le Paris-Roubaix. Non, elle a voulu faire le premier. Elle a dit que c'est bon, elle avait fait Paris-Roubaix une fois dans sa carrière, ça suffisait. Elle n'avait pas terminé son premier Paris-Roubaix, elle avait fait en 2021, où c'est vrai qu'il y a eu des conditions dantesques ce week-end-là. Donc sur le Paris-Roubaix, Julien, on vient de parler d'Eli Deltrek et de Niewiadoma qui ont fait podium. Faut quand même qu'on parle des SD Works. Que s'est-il passé avec Lotte Kopecky qui était annoncée comme la grande favorite et qui s'est fait lâcher loin, qui termine quand même 5e au final, mais qui n'a pas été au rendez-vous? C'est l'incompréhension, parce que notre présentation du Tour des Flandres, c'était que les arcs-en-ciel étaient ultra favoris. Finalement, il y en avait que 50% de réussite. Incompréhensible, elle avait pas l'air dedans, elle avait l'air... J'ai l'impression qu'elle avait pas mal, parfois, un temps de retard sur tout le monde. Et cet incident au Koppenberg, on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a glissé, est-ce qu'elle a eu un problème de dérailleur ou autre. Incompréhensible. Après, bon, elle vient quand même faire 5e. Donc, c'est qu'elle n'était pas totalement cramée, mais je sais pas. Il y a dû y avoir un couac au niveau de la tactique parce que, pareil, il y avait Lorena Vibes devant. Dans ce cas-là, tu restes avec le groupe Vollering parce qu'il y a Vibes devant. Parce que au-delà de sa glissade dans le Koppenberg et le fait qu'elle doit descendre du vélo et le terminer à pied, on voit d'ailleurs Demi Vollering qui passe à côté d'elle et qui la regarde, qui fait ouais, je te retrouve plus haut. Au-delà de ça, on la sentait pas du tout aérienne. Moins que sur le Newsblad, beaucoup moins que sur
sur les Strade Bianche. Je sais pas, peut-être un petit coup de fatigue ou je sais pas, parce que bon, on avait quand même. Peut-être qu'elle a pris froid aussi avec les nombreuses averses. Oui, la fatigue. Les nombreuses averses. Hein. La fatigue était archi présente chez tout le monde. Elle avait aussi pas mal donné mercredi sur À travers les Flandres, où elle avait pris la 4e place. Donc je sais pas si elle a bien récupéré ou on sait pas. Après il y a peut-être des soucis d'ambiance chez SD Works qu'on avait évoqué. Je sais pas. Même si Demi Vollering a pas l'air de laisser transparaître grand chose sur son futur transfert, mais je sais pas. Ouais, parce qu'on va parler des SD Works de manière plus générale. On avait Lorena Vebes, Demi Vollering et Lotto Kopecky dans le final. Même si Lorena Vebes a craqué à une vingtaine de bornes de l'arrivée, 20-25 km. Demi Vollering a roulé pour Lotto Kopecky à un moment, Lotto Kopecky a roulé pour Demi Vollering, et j'ai pas très bien compris la tactique, qui était leader, qui était protégé, c'était assez fou de savoir qui était qui devait protéger qui. C'est vrai que c'était un peu fouillis, un peu peut-être panne d'oreillette, je sais pas. comme par hasard. Petite interférence, mais je sais pas. Non, ouais. C'était un peu brouillon. Après, est-ce qu'il fallait attendre Vibus, est-ce qu'il fallait pas l'attendre? C'était un peu une alternance de décisions un peu bizarre. Ou est-ce que Lorena Vebes, est-ce que Lotto Kopecky a dit bon, vous m'attendez pas, vous allez faites la course, vous allez faites la course pour qu'on gagne. Ouais, voilà, parce que Lorena Vebes s'est terminée à 1,46 quand même dans le sprint pour la 11e place. Bon, c'est qu'elle a craqué comme l'année dernière aussi. C'est un de ses axes de progrès qu'elle a déclaré en début de saison, qu'il fallait qu'elle apprenne à mieux à passer ce genre de petites bosses pour s'inspirer d'un de ses modèles qui est elle s'inspire beaucoup de Peter Sagan, ce que disait Lorena Vibes. Elle aimerait être une Peter Sagan. C'est pas un mauvais modèle. Pour conclure sur les SD Works, Julien, est-ce que ce qui se passe en ce moment autour de Demi Vollering, ça peut plomber leur saison? Est-ce que ça peut plomber l'entente cordiale qu'il y aura l'année dernière? Lotto Kopecky avait roulé pour Demi Vollering sur le Tour de France. Là, on a vu Demi Vollering rouler pour Kopecky sur le Tour des Flandres. Est-ce que l'imbroglio autour de la prolongation ou non prolongation de Demi Vollering chez SD Works peut un peu ouais, je te parle de plomber l'ambiance, mais aussi de pas de plomber le moral, mais de mettre à mal un petit peu la force tranquille que dégage cette SD Works. Ça peut être un piège pour l'équipe à un moment dire que Lotto Kopecky, ils disent c'est bon, démerde-toi, de toute façon tu te barres, ou après si elles sont intelligentes, peut-être, ce dont je ne doute pas, c'est qu'elles arrivent à faire la part des choses. La course, c'est la course. Et après, c'est l'extra sportif. Mais il y a forcément un moment où les fils vont se toucher, quoi. Je pense qu'à un moment, les fils vont se toucher, que ça peut partir au clash. Parce que quand même... Est-ce que ça peut isoler complètement Demi Vollering de cette équipe SD Works? Parce que on sent quand même qu'il y a d'un côté, en tout cas moi c'est ce que m'a notamment laissé transparaître ce Tour des Flandres, il y a d'un côté le duo Kopecky-Vibes sur lequel la SD Works mise, mais aussi dans l'entente au sein même de la course, et de l'autre côté il y a Demi Vollering qui est un peu maintenant le vilain petit canard de l'équipe. Moi, ça date pas du Tour des Flandres. C'était déjà Warugame. Vollering, j'ai pas trouvé non plus saignante à travers la Flandre. T'as l'impression aussi qu'elle fait pas le petit effort en plus qu'il faudrait. Tu sais, le petit 0,1% qui ferait que ça roule super bien. Après, bon, ce sera à voir sur les autres courses. Après, c'est les classiques. Ils vont dire les Flandriennes, Roubaix, c'est des courses où on peut mettre une tactique au tableau noir, mais t'as les aléas de course, une Kopecky qui glisse, tu vois, c'est toujours un peu particulier. Après, je pense que le premier rendez-vous sera sur les Ardennaises, voir comment ils vont gérer Demi Vollering, qui sera sur ce genre de course, de toute façon, la leader numéro 1. À voir, parce que Lotto Kopecky peut très bien se dire aussi, moi sur les Ardennaises, j'ai aussi ma chance à tenter. L'année dernière, Lotto Kopecky sur les Ardennaises, je regarde les classements, elle avait fait que l'Amstel, elle avait fait 2e de l'Amstel, Lotto Kopecky, donc à voir comment va s'articuler cette fin de saison autour des SD Works. Il y aura aussi en point d'orgue le Tour de France, avec, on l'a vu l'année dernière, la 2e place de Lotto Kopecky derrière Demi Vollering. Il y avait 3 minutes d'écart, ça s'est joué en montagne aussi dans le Tourmalet, mais Lotto Kopecky a beaucoup progressé en montagne, on l'a vu voilà.
à boule déjà fait. Ça peut aussi devenir un petit caillou dans la chaussure de Vollering en montagne. Après, il y aura aussi sur le Tour de France, à un moment donné, si Kopecky vise le général face à Vollering cette année, on ne sait pas ce qui peut se passer. L'entente, ça va être à suivre un peu, en tout cas, cette SD Works avec l'imbroglio, donc demi Vollering. On va parler des françaises, Julien, pour terminer ce podcast, avec la première française qui est Victoire Berthaud, 14e. Mais moi, il y en a une, j'aimerais juste qu'on revienne sur elle, parce que elle a été au contact des meilleurs très longtemps avant de crever au plus mauvais des moments. C'est Léa Curigné de la FDJ Suez qui termine 37e dans un second groupe qui s'est joué la 25e place, dans le même groupe que Cédrine Kerbaol, que Jade Viel, que Aude Bianic et d'Audrey Cordon-Rago à 3 minutes 30. Mais Léa Curigné a été pendant longtemps la meilleure française sur ce Tour des Flandres. Et la crevaison, elle tombe vraiment au pire des moments. Surtout qu'elle était super bien placée. Elle avait l'air encore fraîche. Mais Léa Curigné, moi, c'est depuis le début de saison qu'elle me surprend sur ce genre de course. Elle qui a plutôt un profil plus sur des classiques plates. Elle avait une belle pointe de vitesse. La série, depuis qu'elle est passée chez FDJ, elle avait fait un bel homelop avec Newsblad. Et là, elle confirme ses excellents progrès sur les Flandriennes. C'est vrai qu'il y a ce petit facteur chance qui l'empêche d'être la meilleure française. Bon, après, on va pas bouder notre plaisir que la meilleure française soit celle qui porte le maillot bleu, blanc, rouge. Mais bon. La championne de France, Victoire Berthaud, qui prend donc la 14e place dans un groupe qui se joue au sprint, la 11e place, réglée par Lorena Vébès. Victoire Berthaud, devant, on en a parlé aussi, Thalita De Jong de l'Auto Destiny, que tu nous en avais parlé, tout comme Lucia De Guest de la FDJ Suez, qui est la meilleure FDJ Suez sur cette course. Elle a tenu son rang, Victoire Berthaud. Il lui manquait quoi pour être au contact des meilleurs. C'était quand même été une course très 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 sélective, et aussi Berthaud elle a dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques. Ce qui lui a manqué à Victoire Berthaud, c'est du temps sec et pas d'eau. Ce qu'elle déclarait hier dans les interviews, c'est qu'elle a eu peur. Elle a peur de tomber dans une année avec les Jeux Olympiques aussi importante, ce qui n'empêche pas de tenir son rang, mais pas... C'est-à-dire que niveau confiance, elle est à 85%, là où sur ce genre de course, pour être avec les meilleurs, tu dois être à 110. C'est pour moi la confirmation de ce qu'elle avait déjà commencé à montrer sur les classiques l'année dernière. Et une belle promesse pour l'avenir, parce que quand les Jeux Olympiques de Paris seront passés, elle pourra revenir sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix l'année prochaine avec ses 110% de prise de risque possible sur les pavés. Alors Victoire Berthaud va se présenter à Paris-Roubaix samedi, avant de basculer sur l'objectif Jeux Olympiques, même si elle a annoncé, de ce que je vois dans son programme pour l'instant aussi, elle va aller jusqu'au mois de mai avec la classique Morbihan, le Grand Prix Morbihan Femmes, et ensuite le Bretagne Ladies Tour annoncé aussi fin mai avant d'aller aux Jeux Olympiques. Mais elle va pouvoir aller à 110% l'année prochaine sur ces pavés-là pour faire quelque chose et au moins aller chercher un top 10, parce qu'elle l'a dans les jambes et dans les courses sélectives. On l'a vu l'année dernière au championnat de France, elle est au rendez-vous. Le rendez-vous, c'est son genre d'effort. Il faut pas oublier qu'elle est encore jeune. Elle est margée encore l'année dernière. 23 ans, oui. Elle a 23 ans, donc elle pourrait encore courir avec les espoirs. Elle a encore une énorme marge de progression à 23 ans. Donc c'est simple, l'année où elle a pas les jeux, elle fait top 10 de Roubaix, de souvenirs. L'année où Longo Borghini gagne, donc c'est qu'elle a ce genre de course dans les pattes. Ouais, top 20, ouais, elle fait 17ème, elle fait briller ce maillot de championne de France, Victoire Berthaud en tout cas. Voilà, on la salue, on la remercie d'avoir partagé le petit post sur les réseaux sociaux il y a quelques jours aussi pour la présentation du Tour des Flandres, et en tout cas on va la suivre sur ce Paris-Roubaix avant les Jeux Olympiques. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débrief du Tour des Flandres femmes. On se retrouve dans quelques jours pour la présentation de Paris-Roubaix. Toi, tu continues d'être sur les courses. Tu étais ce lundi à la ronde de Moucron, juste derrière la frontière franco-belge, avec la victoire d'une Polonaise, Daria Pikulik, de l'équipe d'Audrey Cordon-Rago, la Human Power Health. Victoire au sprint de Daria Pikulik sur un parcours plat mais très venteux, très nerveux. Il y a eu pas mal de chutes. Daria Pikulik qui s'impose devant aussi une future pépite. Nous on la suit depuis les juniors, qui est Anina Tosalo, un petit gabarit qui peut faire de belles chaussures classiques
et devant la vainqueur de l'année dernière, Martina Fidanza, qui revient bien en forme, qui aussi est en préparation olympique. Donc ce sera à suivre aussi dans les mois à venir, voir comment elle prépare la route et la piste en même temps. Julien, merci beaucoup. À dans quelques jours pour la présentation de Paris-Roubaix. Et nous, on va en profiter pour conclure ce podcast et se dire à très bientôt. Paris-Roubaix dans quelques jours. Ça y est, on va avoir l'apothéose de cette saison des pavés avec la course de FP. Forcément, lui qui sera à Canfin-en-Pévèle, vous pourrez retrouver une grande tignasse blonde avec les cheveux bouclés. FP, si vous le croisez, vous dites vélo podcast et tout. Voilà. Bon, on en profitera. Et en plus, il sera avec sa fille avec le maillot de Visma Lease the Bike, donc forcément vous pourrez que le reconnaître. Exactement, hein, d'ailleurs qui porte l'attirail, casquette et maillot Visma Lease the Bike, équipe qui n'aime pas du tout d'ailleurs FP. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans ce débrief du Tour des Flandres. On se retrouve dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux aussi et à mettre des likes et 5 étoiles pour nous référencer sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et aussi à vous abonner sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.